s'entend d'Astor. On prévoit des différences. Et le pire cas, le scénario RCP 8.5, on a parlé dans le travail que je fais aussi à l'Université de Moncton avec 2 climatologues, puis eux nous disent il faut que tu projettes avec le pire cas. Tu sais, des fois, il y en a qu'on voit avec le milieu ou. On va regarder le pire cas. Alors, quelques informations qui sont intéressantes, c'est que la température moyenne annuelle à Moncton est 5,5 ou était 5,5 degrés. Sur 365 jours, c'est ça ta température moyenne. C'est pas mal aujourd'hui à Moncton. Mais ça va monter à 10,7 ou ça pourrait monter à 10,7 degrés. Alors, tu vois une différence de 5 degrés. Fredericton, on parle de un petit peu plus. Edmundston, on parle de, tu sais, on est presque dans les 6 degrés, 5 degrés à Saint-Jean. Donc, pas mal stable. Quand on parle de précipitations annuelles, ça, c'est juste le montant de centimètres de précipitation, que ce soit neige ou pluie. On voit une augmentation, c'est difficile à voir, mais de 12%, même 13 à Edmundston, d'ici 60 ans d'Astor. Alors, de 90 à 80, on parle de 90 ans. Alors, plus de précipitations, mais pas nécessairement plus de jours de pluie, pas nécessairement plus de jours de neige. Alors, elle va tomber plus rapidement et moins souvent. C'est ça que les climatologues nous disent. Et voici d'autres choses qui est peut-être une manière intéressante de le démontrer, c'est que les journées qu'on a que la température atteint 30 degrés Celsius ou plus, hein, ça c'est des bonnes journées chaudes, là. Tout de suite à Moncton ou en 90, on a à peu près 5 par année. Ils disent que ça va monter à 43 jours par année. Entre moi et toi, on dirait que ça ne fait pas de bon sens qu'on va avoir 10 fois plus de journées au-dessus de 30 degrés. Mais c'est peut-être le cas. Si tu as investi à la plage, c'est peut-être une bonne idée, là. Même chose pour les autres régions. Fredericton, on parle de 8 à 55 jours. Edmundston, 5 jours à 41 jours au-dessus de 30 degrés. Et un peu moins à Saint-Jean. C'est plus tempéré. Peut-être avec la baie de Fundy, on parle de seulement 22 jours. Et là, regardons des journées au-dessus de 35 degrés Celsius. Ça, c'est sans l'humidex que je parle de. C'est juste la pure température. Tout de suite, ou dans les 90, à Moncton, on n'avait pas. Et là, on va en avoir au moins 7. Presque pas à Fredericton, on parle de 12 journées au-dessus de 35. Malheureusement, à Saint-Jean, c'est encore 2 jours. Edmundston, on parle de 8. Et la dernière, je veux juste vous dire, c'est journée de neige, les jours qui vont neiger, pas qu'il y ait de la neige par terre. Les journées qu'il neige vont diminuer. 63 jours à Moncton, 30 ans passés, mais dans 60 ans, on parle de 36 jours, presque diminué en 2. Fredericton, ça baisse de 49 à 34. Edmundston, de 70 à 52, sur les gens du centre de ski, là. C'est pas encore aussi pire. Puis Saint-Jean, de 53 à 32. Alors, c'est ça que le climat va faire dans le futur. Puis en pensant à ça, c'est ça qu'on regarde nos infrastructures dans le futur, comment est-ce qu'ils vont agir. Il va faire plus chaud, il va y avoir moins de neige, plus grosse tempête. C'est juste une idée que je trouvais intéressante de connaître notre province et les 4 coins de la province. Regardons maintenant si on veut combattre ces changements-là avec de l'infrastructure verte municipale. Alors, dans notre cas, qu'est-ce que ça veut dire l'infrastructure verte municipale? Un peu ce qu'on a eu dans les présentations ce matin. Une gamme de mesures qui utilisent des systèmes végétaux ou de sol. Ça peut être des chaussées perméables, des surfaces perméables, une manière de collecter et réutiliser les eaux pluviales, aménager, stocker de l'eau pluviale aussi, afin de réduire les débits vers les réseaux d'égouts ou les eaux de surface. Alors, c'est de réduire le montant d'eau. Vraiment important, c'est qu'on voit où le climat s'en va au Nouveau-Brunswick. On va avoir plus d'eau plus rapidement. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Les exemples qu'on a d'infrastructures vertes municipales, on a des options qui sont naturelles, qui existent déjà. Hein?
les zones humides, les forêts, les dunes, les marais. Il existe déjà. Alors, il faut, comme moi je travaille dans le domaine de génie, mais comme administrateur ou quelqu'un qui travaille à la municipalité, il faut prendre en compte que ces systèmes verts-là qui existent déjà, on devrait les comptabiliser. Ils ont un besoin, ils répondent à un besoin, ils peuvent nous aider. Au lieu de juste dire, c'est juste là, la forêt s'attend pour se faire couper pour du développement. Alors, il faut penser qu'il y a déjà des endroits qui existent. Et de l'autre côté, on a des options artificielles faites par les humains. Alors, on peut déconnecter les tuyaux de descente de nos maisons de la pluie. On peut récupérer nos eaux pluviales, les jardins de pluie qu'on a vus aujourd'hui, des boîtes de jardin, des fossés naturalisés, juste les canals qui ont de la verdure dedans, des chaussées perméables, des rues vertes, toits verts, des arbres urbains afin de mettre de l'ombrage pour aider avec la chaleur. Puis ces types de solutions qu'on appelle naturelles ou artificielles, infrastructures vertes, ils ont tendance à être moins coûteux que les approches techniques d'ingénieurs qu'on voit la plupart du temps, du gros béton, des infrastructures assez solides pour nous adapter au changement climatique, qui coûtent très, très cher, sont très durables, mais il faut penser que le côté naturel, artificiel, coûte peut-être moins cher. Puis là, il faut regarder la durée à la longue vie aussi. Peut-être qu'il faut le remplacer plusieurs reprises, mais peut-être sur le long terme, on peut quand même sauver de l'argent aussi. J'ai dit que j'allais parler un peu sur la réglementation concernant les eaux pluviales. Lorsqu'on regarde à la province du Nouveau-Brunswick, les règlements sont la responsabilité du gouvernement provincial sous le Clean Water Act. Je n'ai pas le nom français tout de suite sur le bout de la langue, mais on a des règlements là-dedans qui parlent de comment est-ce que ça est géré. Mais les règlements sont assez vagues, ils ne sont pas très sévères, difficilement enforçables, qu'on voit souvent dans des documentaires ou des choses sur les nouvelles. Aussi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick sont les personnes responsables si tu vis dans une zone rurale ou dans un DSL, district de services locaux, où on n'a pas de municipalité, on n'a pas de maire. C'est le gouvernement provincial qui gère, qui est supposé gérer tes autres surfaces ou de la réglementation. En zone urbaine, par exemple, des municipalités, que ce soit des municipalités rurales ou urbaines, souvent, c'est ces municipalités-là qui adoptent leurs propres lois concernant les eaux de ruissellement. L'exemple, quand j'ai travaillé à la ville de Dieppe, et j'utilise celui de la ville de Moncton aujourd'hui, sur leur site Internet, tu peux trouver des guides qui concernent l'eau de ruissellement et les bassins naturalisés, comment les faire. Il y a même des guides sur l'étude de cas que je compte aujourd'hui. Puis, ils ont aussi un arrêté, un règlement sur qu'on appelle le zéro net, qui est que le développement, n'importe quel nouveau développement ne doit pas contribuer plus d'eau de ruissellement qu'auparavant, que lorsque c'était une forêt. Alors, si on coupe toute une forêt, on doit avoir quelque sorte de mécanisme sur le site pour capter de l'eau, pour le relâcher d'une manière plus, moi je dirais, plus lente que c'était auparavant ou exactement comme avant, pour que l'asphalte coule toute l'eau tout de suite. Alors, on a des règlements qu'on peut voir sur le côté municipal pour aider à ajouter à ça. Si on regarde maintenant du côté communication, je trouve que c'est important de dire que, je dis souvent, collaborer, communiquer, connaissance, les 3 C en français. Lorsque ça vient à incorporer de l'infrastructure verte, ce n'est pas toujours facile. Ton client, si c'est une municipalité ou si vous êtes la municipalité, vos résidents, est-ce qu'ils veulent ou qu'elles veulent ça? Alors, il faut travailler ensemble. Puis moi, lorsque je travaillais à la municipalité de Dieppe, j'avais, des fois, on m'appelait le Saint-Thomas, là. Il faut voir avant de croire. Alors, c'est important que je voie des exemples qui marchent déjà avant de m'embarquer dans un projet qui n'est pas connu. Puis, aujourd'hui, notre conférence qu'on voit, ça démontre exactement ça. Hein, les jardins de pluie,
des choses qu'on a vues, qui ont des climats qui sont semblables aux nôtres. C'est sûr, avoir un jardin de pluie en Floride ne marche peut-être pas ici au Canada avec la météo qu'on a. Alors, c'est important de connaître ces choses-là. Aussi, c'est important, si vous travaillez pour des municipalités, c'est de connaître les enjeux. Les enjeux de chaque partie prenante, les stakeholders, qu'on dit en anglais. C'est important de penser à tout le monde. Donc, premièrement, les citoyens. Moi, je vais parler d'un état de rétention. Les citoyens qui vivent à côté de cette infrastructure-là. Comment eux ou elles vont accepter ou vivre avec? Il faut leur parler, il faut leur éduquer là-dessus. Les conseillers, les conseillères, les maires des municipalités. Souvent, ces personnes-là cherchent des réalisations. Ça, c'est un beau projet, je veux que ça se fasse. Alors, eux, on veut répondre à leurs besoins aussi, de faire quelque chose de bien dans la communauté. Puis, à la fin, qui est-ce qui va s'occuper de ces choses-là? À la fin, une fois que c'est réalisé, que c'est ensemble, ben, les administrateurs, les administratrices, les employés, eux qui font l'entretien d'un tel système, il faut discuter avec ces gens-là pour être sûr qu'ils sont capables, quels sont les concerns pour avoir une belle conception à la fin pour que ça marche pour tout le monde, qu'on se comprenne bien. Il faut aussi voir que l'infrastructure verte peut être un investissement au lieu d'une dépense. J'ai vécu ça, puis dans mon étude de cas, vous allez voir, ça coûte beaucoup d'argent, mais regardez-le comme un investissement. Ça amène d'autres bénéfices que juste faire de l'égout pluvial. Et la dernière chose, c'était de bâtir un peu de confiance. Commencez peut-être avec des plus petits projets. Travaillez avec des organismes à but non lucratif ou qui sont non gouvernementaux. Et travailler avec les gouvernements. Récemment, je parle de mon collègue Serge Larochelle avec moi. On a rencontré le ministère des Transports et de l'Infrastructure sur un projet de la côte. Puis, là, ils ne sont pas fous à changer leur manière à des coûts nouveaux, mais on leur offre un petit projet que la municipalité était déjà sur leur liste de priorités. Alors, si on va prendre quelque chose qui aide les conseillers, qui aide les citoyens, que peut-être le ministère peut administrer, on travaille avec un ONG, puis c'est un petit projet, que même ça coûte un peu plus d'argent que d'autres, on va voir avec le temps si ça marche, puis si ça marche, on bâtit une confiance avec ces gens-là pour le prochain projet. Puis encore une fois, collaborer, c'est important parce que les changements climatiques, ils n'ont pas de frontières, hein, ni les bassins versants. C'est pas dans une municipalité. Communiquer, impliquer tout le monde d'important, puis les connaissances. Une fois qu'on sait qu'est-ce qui se passe, qu'on connaît, c'est la moitié de la bataille. Maintenant, je veux parler de notre étude de cas pour nous sauver un peu de temps, si possible, pour discuter, parce que le temps passe vite, j'ai l'impression qu'il va nous prendre à 12-25 pareil. On a un bassin naturalisé à Dieppe. On le voit ici. Ça, c'est le boulevard Dieppe. Le nord est par là. La piscine est juste là, le centre aquatique de Dieppe, la coop et les industries, le gym qui est là. Et tout de suite ici, on avait anciennement une piste hippodrome pour les chevaux, qu'on a utilisé la piste, la moitié pour faire la moitié de nos bernes, puis la ville a construit des étangs de rétention. Il n'était pas là avant. Alors, ça a été construit en 2002. Dans le temps, j'étais ingénieur de projet. Et là, je vais vous montrer 17 ans plus tard qu'est-ce que ça ressemble. C'est pour ça que je dis investir au début, qu'est-ce que ça peut devenir dans le futur. Alors, on a parlé de collaboration. Ben, la ville de Dieppe était acteur. L'ingénieur conseil dans le temps, ADI. On avait des architectes paysagistes, très importants. BDA, Landscaping Architects. L'entrepreneur, le contracteur qui bâtit, et les résidents locaux qui vont aller vivre. Il y a des gens qui vivent juste à côté de cet étang de rétention-là. Voici un des premiers plans de conception fait par les architectes paysagistes. Ceci, c'était tout un nouvel endroit à développer. C'était une forêt, puis là, on allait ouvrir des nouvelles rues et développer un parc industriel en plus. Donc, un parc industriel, c'est des toits qui vont avoir beaucoup de ruissellement, des stationnements en asphalte, on en parle. Puis là-dedans, on a incorporé
des éléments verts, donc un fossé naturalisé, un état de rétention naturalisé, deux états de rétention ici qui sont secs ou sèches et naturalisés, puis on a un état de rétention là-bas qui est sec et pas naturalisé. Je parle de ça déjà. Alors, regardons un peu. Et voilà le plan de l'ingénieur. Tu as vu la différence entre des paysagistes, landscape architects puis des ingénieurs. En génie, c'était le gros stationnement, les toits. Tu peux voir, tu peux imaginer l'eau de ruissellement qui va sortir de cette région-là après le développement qu'avant. Donc, toute l'eau qui vient de ces zones ici déverse dans les temps de rétention, ou la plupart, parce qu'il y en a qu'on ne pouvait pas, mais on va dire pour le fait que c'est pas mal tout. Et si on regarde plus proche, toute l'eau descend dans des tuyaux, après le fossé, rentre dans notre premier étang de rétention ici. C'est un étang qui est plus creux, ça capte les sédiments. L'eau qui ruisselle rapidement ralentit, se dépose les sédiments, puis là commence son long trajet à travers l'étang numéro 2, l'étang numéro 3. Et là, il y a un petit barrage ici qui l'arrête avant qu'il coule dans l'étang numéro 4, qui est l'étang de finition. Et à la fin, elle se déverse dans un cours d'eau qui passe juste ici. On ne le voit pas là. Il y a un cours d'eau existant qui passe à travers des résidences, après les maisons, un petit ruisseau qui va capter toute cette eau-là. Puis l'idée, c'était que le ruisseau ne subit pas de changement physique à cause qu'on a ajouté du développement. On va voir les photos. Alors, voici l'étang numéro 4 avant, au tout début, 2002. Alors, on a creusé, on a bâti des bermes avec des contracteurs, on a planté du gazon, puis là, on a des grosses plaques de plantes aquatiques, ou ceux-là, ce n'est pas des plantes aquatiques, c'est des plantes indigènes qui vont pousser pour faire notre verdure plus tard. Mais dans l'eau, on a des plantes aquatiques qui sont là pour filtrer l'eau, pour aider à l'assainissement de l'eau, enlever les polluants. Puis regardons ce même endroit 17 ans plus tard. Alors, tu vois tout de suite, c'est pas pire, c'est beau. Mais 17 ans plus tard, ça, c'est le même pont qu'on était dessus. Alors, l'étang passe ici, tous les arbres qui ont poussé. Il y en a qu'on a plantés, puis il y en a qui sont poussés par eux-mêmes. Regardons une autre photo. Ici, qu'on a mis un petit pont pour traverser, ça, c'est entre deux étangs. Alors, on voit ici, puis là, la prochaine photo, je vais la prendre un peu plus tôt. Alors, vous voyez ici qu'on a on a planté des arbres là et là. Et par la suite, c'est tout poussé. On a un endroit de verdure, on a des tables de pique-nique. Ça commence à être beau. Une autre photo de 17 ans passés, tu as un étang, il y a un barrage, puis elle déverse à travers d'un plus petit tuyau pour ralentir le débit d'eau. Difficile à voir, mais juste là, on a planté des conifères, et là aussi, les conifères sont tout petits. Et là, 17 ans plus tard, les conifères sont là, puis là, les autres arbres indigènes sont pognés autour. C'est le même tuyau qui déverse. Il y a quelques autres photos. Une longue, l'étang numéro 3 qui serpente. Il n'y a aucun arbre ou quelque chose qui pousse là-dessus, mais là, je vais prendre la photo de ce coin-ci. Je vais regarder vers ici. On voit que c'est maintenant une verdure c'est vraiment incroyable, vraiment bien. Puis l'étang fonctionne comme elle est supposée. Puis, la raison que je vous montre ça, c'est que dans mon cas, il fallait que je voie quelque chose qui marche pour me dire ça vaut la peine d'investir. Alors, en 2002, on a investi la ville de Dieppe alentour de 300 000 $ pour la construction de l'étang comme tel, le travail de génie civil. Puis là, il a fallu investir 90 000 $ avec les architectes paysagistes pour planter des arbres, pour des plantes. Puis dans le temps, quand j'étais ingénieur, je me souvenais que c'était, man, c'est beaucoup d'argent ça. Puis j'avais de la difficulté à accepter qu'on allait vraiment payer presque 100 000 $ pour des plantes. J'avais de la difficulté avec ça. Puis là, je vous montre maintenant, c'est là, 17 ans plus tard,
sais, qu'est-ce que ça peut ressembler. Puis là, on arrive fini, là, Serge. Là. Il reste On 5 a un minutes. sentier pédestre. On a un sentier pédestre là-dessus. Que les gens marchent là-dessus, vont pique-niquer, prennent leur. Ça fait partie d'une zone industrielle aussi que les gens peuvent aller passer du temps. Et là, je vais vous montrer le ruisseau. C'est difficile à voir avec la photo, mais un petit ruisseau, un beau petit ruisseau, c'est à peu près 4 mètres de large. C'est ça que ça ressemble avant, puis là, après une pluie. Une pluie de 28 mm qui était l'année dernière, j'avais été voir. Il n'y a pas grande différence à part qu'il y a un petit cours d'eau qui passe. De l'autre côté d'un petit pont, même chose. Avant la pluie, beau petit ruisseau, puis après, tu pourrais presque pas dire qu'il y a une grosse pluie. L'idée, c'est exactement ça, qu'on ne brise pas qu'est-ce qui se passe. Et j'ai d'autres photos aussi là-dessus. Et ce que je vais finir avec, c'est les bénéfices, la valeur ajoutée d'un bassin de rétention humide, naturalisé. C'est son esthétique. On a des sentiers pour les gens. On a des aires de repos, des tables de pique-nique. La flore et la faune sont diversifiées. Il y a des animaux qui vivent là, que ce soit des canards. J'ai même vu j'ai oublié le terme, là, quelque chose un petit peu rare, pas un pécan, mais quelque chose comme ça. Là. Je l'ai vu là en prenant des photos, mais il m'a fait peur. On a protégé le ruisseau original. On capte les sédiments, les polluants qui se déposent dans le fond, qu'il faut faire de la maintenance de temps en temps. Il ne faut pas oublier la maintenance. Puis, la végétation qui filtre l'eau avant de retourner au ruisseau. Le sentier pédestre aussi est large assez et robuste assez pour nos équipements mécaniques d'aller faire de la maintenance au besoin. On coupe le gazon de temps en temps et la première étant, on peut la nettoyer à tous les 7 ans pour enlever les sédiments avec un bateau et une pompe pour faire ça. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer de mon petit temps que j'avais ce matin. Ensemble, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ou un peu de leur projet? Alors, je vous remercie de votre attention là-dessus. Je veux juste mentionner, malheureusement, il reste juste 2 minutes au lieu de 20 minutes, et merci Serge de faire le tour de ce projet-là. S'il y en a qui veulent, probablement aussi facile de vous enlever de mute puis poser la question, ou si vous voulez, il y a toujours dans le chat, que ce soit questions ou commentaires peut-être des propres projets, de vos propres projets. Cacher le zéro, là, 2 minutes. Non, merci Serge, c'est un bon exemple dans cette liste que vous avez à dire. Je dirais aussi que, comme tu as dit, c'était bien mieux de commencer avec des petits projets aussi, hein, quand tu travailles avec des villes ou quoi de même, avant de commencer avec de quoi de même. Avais-tu eu un petit peu de poids d'avance? C'est quoi que tu avais vu qui se faisait dans d'autres municipalités qui t'avaient inspiré ce projet-là? Je veux te dire, c'est pas même moi, j'ai travaillé dessus, j'étais chanceux. C'était mon patron qui avait vraiment le vouloir. Puis là, parce qu'on avait un gros investissement qu'ils faisaient, c'était juste l'avant-gardiste, je veux dire, Jacques Leblanc dans mon temps, puis les gens qui travaillaient avec, qui ont vraiment mis ça à jour. Puis c'est pour ça que ça date de longtemps déjà. Puis je trouve que c'est une manière de vraiment montrer à nos municipalités au Nouveau-Brunswick que ça, c'est une grosse décision qui a été faite. Puis, veux pas, dans le temps, la ville de Dieppe, puis peut-être encore, on avait un peu les moyens. Hein. C'est pas toutes les municipalités qui ont les moyens, mais si tu peux voir que maintenant qu'il y a un bénéfice à ça, que peut-être ça vaut l'investissement. Donc, c'est ça qui est arrivé. Ah, vraiment intéressant. Ça peut devenir un projet pour inspirer d'autres, justement, c'est ça qu'on C'est ça l'idée. C'est l'étude de cas locale que j'aurais aimé d'avoir dans mon temps pour m'aider à faire les décisions que j'ai faites ici. Serge, question vite faite. Est-ce que ça devient genre considéré comme un lac, puis le DFO, puis Wawa veut pas que vous décollez les sédiments? Ou? Ben, pour les sédiments, on est capable, mais j'ai remarqué quand j'ai ouvert le Google Maps que les étangs sont là. Donc, c'est man-made, mais maintenant, ils sont considérés comme, d'après Google Maps, comme un étang. Mais, je veux juste vraiment, vous dire, dans on n'a pas de misère avec ça.
excuse de t'interrompre. Dans quelques secondes, on va se faire couper. Fait que peut-être vous pouvez continuer cette discussion-là ensemble. C'est parfait. On se revoit dans la grande salle. You come back from break, it'll be